On ressent, comme beaucoup de monde, beaucoup d'émotions et de tristesse. Nelson Mandela était devenu une sorte de héros de son vivant. On se demandait même s'il allait un jour mourir, puisque vous savez qu'il a été très malade. Non, je crois que maintenant, c'est la reconnaissance qui vient à l'esprit, parce qu'il a été un très grand défenseur de la paix, de la réconciliation et des droits de l'homme. Qu'est-ce qui, selon vous, justement, va rester de lui aujourd'hui ? Bon, ce qui va rester d'abord, c'est qu'il a donné naissance à une nation. Il y a un film très beau de Griffiths qui s'appelle Naissance d'une nation. Je crois qu'on pourrait l'appliquer à Nelson Mandela. L'Afrique du Sud était un pays profondément divisé. Il y avait l'apartheid. Il y avait d'un côté les Blancs et de l'autre les autres ethnies, notamment les Noirs. Et grâce à Mandela, grâce à son combat, grâce à ses 27 ans de prison, il y a maintenant un pays unifié. Vous formez et vous défendez les droits de l'homme partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un petit peu de Mandela dans ce mur ? On sait qu'il y a du Cassin, prix Nobel, c'est lui qui a créé l'Institut. Est-ce qu'il y a un petit peu de Mandela dans les murs, dans les bouquins, dans les textes que vous défendez ? Oui, bien sûr, il y a du Mandela. Mandela, c'est la lutte contre le racisme et la discrimination. Or, l'égalité entre tous les hommes, tous les êtres humains, hommes et femmes, c'est une des grandes vocations de l'Institut international des droits de l'homme. C'est un message que nous ne cessons de marteler dans nos sessions de formation, dans nos colloques, dans nos séminaires. Et il y a du Mandela derrière. Ce qui me frappe aussi dans ce qu'a fait Mandela dans sa vie, c'est deux choses. D'une part, un très profond lien entre paix et droits de l'homme. Il a été prix Nobel de la paix, René Cassin, notre fondateur aussi. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de possibilité de droits de l'homme sans la paix et un petit peu vice-versa. Et la deuxième chose qui est admirable dans le cas de Mandela, c'est que cet homme qui a souffert, qui a passé 27 ans dans une cage, enfin en tout cas dans une prison, s'est efforcé ensuite de rebâtir et de ne pas donner d'esprit de revanche, de vengeance des Noirs sur les Blancs, etc. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il a été le porte-parole d'un pays qui, à l'époque, était sous le régime de l'apartheid, de la séparation des races. Et son objectif, c'était pas d'être uniquement le porte-parole de sa communauté, mais d'être le porte-parole de tout le pays et créer un climat favorable à l'émergence d'un pays nouveau où chacun ait sa place. Strasbourg, capitale européenne, capitale des droits de l'homme, capitale mondiale de la démocratie. Après sa libération de prison en 90, quelques mois après, il est venu ici. Il a reçu le prix Sakharov au Parlement européen. On voit des images de lui au Conseil de l'Europe. Il avait même rencontré Jacques Delors à cette époque. Vous avez des souvenirs de ce moment-là, précisément ? Alors j'ai des souvenirs précis puisqu'il a été reçu aussi à l'hôtel de ville de Strasbourg par Catherine Trottmann qui était maire à l'époque et il s'était exprimé en parlant de cette grande ville de Strasbourg qui était, je dirais, le porte-parole des opprimés et la gardienne des droits de l'homme. Ce monsieur qui sortait de 27 années de prison s'exprimait avec hauteur, avec un charisme exceptionnel. Depuis ce matin, les hommages sont quasiment unanimes. On le compare à Gandhi, on le compare à Luther King. Je pense qu'on a raison de le comparer à Gandhi et à Luther King. Et d'ailleurs, je pense que le prochain personnage après Gandhi qui pourrait être sur le chemin des droits de l'homme ici au parc de l'Étoile, eh bien, je pense que ça pourrait être Nelson Mandela. C'est l'idée que vous avez là ? C'est l'idée que j'ai en ce moment parce que je pense qu'il a tellement marqué cette histoire des droits de l'homme qu'avec Gandhi, il me paraît normal qu'il soit ici célébré à Strasbourg, capitale des droits de l'homme. Nous sommes à l'université de Strasbourg avec Agé Lomo, bonjour, et Roger Sommet. Nelson Mandela est donc mort cette nuit. Vous êtes maître de conférence, historien spécialiste de la colonisation en Afrique. Vous êtes
ethnologue, vous travaillez sur des questions de philosophie. Première question, comment vous avez pris la mort de Nelson Mandela? Est-ce que ça a été un choc pour vous, Agé? Pour moi, effectivement, c'était un très grand choc parce que la figure de Mandela n'est pas simplement une figure africaine, parce que je pense que c'est avant tout une figure transidentitaire et qu'elle a marqué et parcouru ma vie, à la fois ma vie d'étudiant sur le continent africain, et ensuite également ma vie, mes premiers combats quand je suis arrivé ici en Alsace il y a presque 22 ans. Vous me disiez juste tout à l'heure, c'est la disparition d'un monstre. Ah oui, pour moi, c'est la disparition d'un monstre. Et je maintiens le mot monstre. Et le mot monstre, pour moi, ne signifie pas vilainie, ne signifie pas négativité. C'est quelqu'un de très fort, de très puissant. C'est quelqu'un de mondial, c'est quelqu'un d'universel. J'aimerais juste revenir un petit peu avec l'historien des colonisations sur ce combat face à l'apartheid. Est-ce que c'était en combattant? Nelson Mandela, effectivement, il y a trois grandes phases dans son histoire. Et la phase combattante, il faut dire, lorsqu'il rentre dans le premier combat, c'est en tant que jeune avocat, à 25 ans qu'il crée son cabinet, et d'abord un militant des droits de l'homme, pour défendre les pacifistes, militant des droits de l'homme pacifiste. Ensuite, face à la dureté de l'instauration de l'apartheid, il devient donc, pour le coup, un vrai militant, et il fait partie, et on oublie parfois de le dire, des fondateurs de la branche armée de l'ANC. Donc il est devenu véritablement combattant, menant des actions de guérilla tout à fait classiques. Et par la suite, après le long emprisonnement, 27 ans, il se transforme et il devient finalement, au moment de sa sortie, la troisième grande phase de sa vie, et dans l'idée de réconciliation qu'il va mettre en œuvre. Et ça, c'est assez important de le souligner, parce qu'il va remettre au goût du jour le concept d'Ubuntu, c'est-à-dire qu'être homme, être autrement qu'homme, être supérieur, et il y a un destin commun qui réunit l'ensemble des humains. L'empreinte de Mandela aujourd'hui, quand on l'entend, quand on entend les hommages depuis ce matin, on le compare à des figures quasiment intemporelles. Ça a l'air d'être un saint. Je crois qu'on peut dire que c'est un saint, et je pense que la postérité nous le dira ou non. Mais quand il sort de prison, son discours qu'il fait, le premier discours qu'il fait, c'est sur quoi? Je suis le serviteur du peuple. Voilà. Et sur la réconciliation. D'accord? Cette notion de réconciliation, d'abord, c'est quelqu'un qui veut marquer ceci, qui ne veut pas garder des rancœurs. Ce n'est pas l'effacement de ce qui s'est passé, mais l'oubli en question, c'est la capacité d'aller au-delà de toute la négativité qui a été posée pour qu'ensuite, nous puissions encore vivre ensemble, pour l'humanité. Et ça, ce message aujourd'hui, il est mondial? Il peut être mondial? Ce message-là, il doit être mondial. Dernière question, est-ce que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, est comme Mandela l'avait rêvé et imaginé? La grande réussite de Mandela, quand même, c'est d'avoir pu permettre, et ça, je pense que ça, c'est utile à rappeler quand même, qu'un homme, c'est une voix. De la Bolivie, par exemple, l'Amérique latine, de la Bolivie, jusqu'à Cuba, ou encore, même en Asie, on a entendu ça, un homme égale une voix, et ça donne une force très très grande à tous les opprimés, à tous les gens qui ont pu, ou alors qui ont pu avoir du ressentiment par rapport à des formes diverses et variées de domination.